Troisième rencontre avec le docteur Richard Wangfat. Richard, bonjour. Comme je l'avais annoncé la semaine dernière, ta vie professionnelle va prendre un autre tour. En 1995, après des années de bons et loyaux services à la direction de la santé, tu réintègres l'hôpital. C'est une décision personnelle ? Tout à fait. Un jour, après avoir passé un an à la direction de la santé, je me suis dit, mais avant tout, il est médecin. Médecin, non pas un administratif, il est médecin. Et les malades, la pratique médicale, vraiment me manquait beaucoup. Je me suis dit, il est plus que temps de retourner sur le terrain, à faire de la médecine. À faire de la réanimation. À faire de la médecine. Et pour cela, il a fallu repartir en France pendant 1 an. Ah, tu es reparti en France? Pour se recycler complètement en anesthésie et réanimation. Et pour revenir en tant que simple médecin, non pas en tant que chef de service. La fonction des chefs de service, c'est une fonction qui est, confiée par l'administration, surtout par les collègues avec qui je travaille. Vous voyez, donc, on ne prend pas la fonction des chefs de service, on se voit confier par l'administration et par les collègues de travail cette fonction. Donc tu es revenu comme médecin. Anesthésiste et spécialisé dans la lutte de la douleur quand même. Après, toujours. La lutte contre la douleur est venue encore bien après, quelques années après, donc revenu 7 ou 8 ans après. Où vous avez expliqué la dernière fois qu'un jour, en consultation d'anesthésie, un jeune homme qui est venu me voir pour une hernie inguinale qui va se faire opérer sous anesthésie générale. Et puis, au cours de la consultation, il venait tâter, j'ai mal à la tête, là, est-ce que vous pouvez pas m'aider? Qu'est-ce que vous pouvez me faire? Alors, je lui ai demandé, est-ce que vous prenez ça? Je lui ai dit, oui, j'ai pris tout ça, mais ça repart pas. Et la douleur est toujours là. Et c'est là où il me suis dit, il y a quelque chose qui m'échappe. Et comment je peux répondre à ce genre de problème? Comment ne plus être coincé, si on peut dire, par ce genre de demande? Alors il me s'est dit, il va falloir que je retourne en France, me former à la douleur, la prise en charge de la douleur. Et c'est comme ça que C'est comme ça que tu as eu l'idée pendant 2 ans, donc, je suis reparti en France tous les 2-3 mois, prendre des cours et puis passer un examen pour avoir la capacité de la douleur, c'est-à-dire spécialiste de prise en charge de la douleur. Oui, parce que je rappelle que la douleur n'est plus une fatalité à laquelle qu'il faut accepter. La douleur, maintenant, on a droit à la refuser. Ouais. On a droit à la prise en charge de la douleur. Mais il est bien vrai aussi que cette prise en charge de la douleur n'aboutit pas forcément à un soulagement complet ou partiel. Ce serait trop beau. Ce serait trop beau, c'est ça. Mais la douleur n'est pas une fatalité. Il faut utiliser tous les moyens disponibles et toutes les connaissances scientifiques et cliniques à l'heure actuelle pour prendre en charge la douleur des patients. Et le matériel a évolué aussi. J'ai lu que qu'on propose aux patients qui souffrent une échelle de la douleur. C'est un outil particulier. Parce que évaluer sa douleur, la quantifier, c'est pas facile. C'est vrai. Et c'est même une évaluation imparfaite, incomplète. C'est ce qu'on appelle l'évaluation de la douleur, l'EVA. Cette règle-là que vous avez eue, donc nous avons mis en place sur cette règle, il y a des visages pour permettre aux Polynésiens, aux enfants, donc de bien se situer l'intensité de leur douleur par rapport au visage qu'on leur montre, un visage souriant et à la fin un visage grimaçant, pleurant, vous voyez. Donc c'est la règle de l'évaluation de la douleur. Ça, c'est une règle utilisée de par le monde. C'est pas une règle parfaite, mais c'est une approche de l'importance de la douleur, de la personne que la douleur montre
un visage grimaçant, on s'est dit, oh là là, il a très mal. Sans qu'on ait la cause, mais on sait qu'il a très mal. Vous voyez? Et qu'il faut absolument faire quelque chose, et très vite. Car une douleur de cette importance, c'est pratiquement une urgence. Il ne faut pas le laisser comme ça. Oui, c'est insupportable, il faut l'aider. C'est insupportable, voilà. Donc il faut faire quelque chose. Voilà, absolument. Donc la douleur, c'est quelque chose de déstructurant, vous voyez. Ça fait éclater les familles, ça fait perdre l'emploi aux patients, il est associable, il est dépressif, agressif, et donc ça amène des troubles émotionnels, physiques, professionnels, sociaux, partout, quoi. Je vous ai raconté l'histoire d'un jeune homme, l'autre jour, là, qui est revenu de France, qui malheureusement n'a pas été soulagé, et qui venait me voir en consultation, là, en disant « Tantez, si vous ne faites rien pour moi, je vais me mettre une corde autour du cou et je vais me jeter dans le lagon. » Oh là là. C'est terrible, ça. Ce jour-là, j'ai été extrêmement, comment dirais-je, comment on pourra qualifier ça, donc choqué par de tels propos. J'ai dit, c'est pas possible, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Mais quoi? Il est revenu de France, il a été vu quand même par des grands spécialistes, et par un centre de la douleur. Et moi, que puis-je faire pour lui? C'est ça la vraie question. Donc je commençais par le prendre en charge, c'est vrai, beaucoup de mal. Il a été très agressif. Ça n'a pas été facile pendant quelques mois, parce que c'est une douleur qui dure, c'est une douleur chronique, jusqu'au jour où je lui ai proposé donc une stimulation, tout simplement, une stimulation médulaire. Et ça a été véritablement un soulagement. Un soulagement pratiquement immédiat, le jour même après l'intervention. Il a pris le paquet de médicaments qu'il avait dans son tiroir à l'hôpital pour le jeter à la poubelle, vous voyez. Donc c'est l'un des progrès réalisés par la prise en charge de douleur. Mais il y a d'énormes progrès aussi qui ont été réalisés tant sur le plan pharmacologique que sur le plan de la prise en charge en équipe pluridisciplinaire, sur le plan psychologique, oui. Richard, n'ont pas la même approche de la douleur. J'en entends encore des médecins qui disent à la malade « on ne peut plus rien faire pour vous ». Ou bien l'expression très courante de dire vous avez mal, vous n'avez rien, le scanner, tout ça a montré, l'IRM, il n'y a rien. C'est dans votre tête. Oh, c'est de la fabulation. Alors, je ne sais pas comment interpréter cette phrase que le malade me rapporte, donc en disant c'est dans votre tête. Mais tout ce que je sais, c'est que cette expression, cette phrase choque énormément les patients. Effectivement, les patients peuvent le prendre comme vous dites, c'est de la fabulation. C'est comme on dit, du cinéma. Or, si le malade vient vous voir et qu'il l'expose, il décrit sa souffrance, c'est peut-être pas très opportun de leur dire que c'est dans leur tête, vous voyez. C'est très blessant. C'est très blessant, oui. Donc c'est une expression, à mon avis, qu'il ne faut pas utiliser. Vous voyez, c'est blessant. Au contraire, le malade sort de là, en disant, le toté ne croit pas à ma douleur, ma souffrance, il a encore plus mal. Ah oui, c'est très blessant. Vraiment, je le prendrais très mal. Oui, voilà. Donc, ils le prennent très mal, les patients. Donc, comme disait en tahitien, c'est-à-dire qu'on ne croit pas à ce que je dis, quoi. Et la plupart du temps, c'est les tahitiens qui me le disaient, quoi. Bon. Mais, c'est là, il faut toujours, quand un malade vient me voir en consultation, quand il dit que j'ai mal,
Il faut toujours commencer par le croire. Oui, d'abord faire confiance et croire. Croire à ce qu'il dit. Quand il dit que j'ai mal, bien, il a mal. Maintenant, c'est au médecin de savoir un petit peu, de chercher quelle est la cause de cette douleur. C'est là où commence vraiment le travail du clinicien, le travail du médecin. Essayer de comprendre pourquoi il a mal. Quelles sont les causes possibles? Les causes sont multiples. Voilà, il faut prendre un peu de temps, prendre beaucoup de compassion pour le malade, à l'écouter, vous voyez, à lui consacrer un peu de temps. Voilà. Oui, le médecin il devient un psychologue et un confident aussi d'une certaine façon. Bien sûr. Il faut un certain degré de confiance, comme je dis. Donc il vient le voir, donc il a confiance au médecin. Il sait que tout ce qu'il dit au médecin reste dans le cabinet du médecin, il ne sortent pas, vous voyez. Donc il y a le secret médical. Donc il y a des choses qui font très mal. Il y a des nouvelles qui font très mal. Il y a des conflits qui font très mal, n'est-ce pas? Après, bien sûr, il y a des lésions, il y a des tumeurs, oui. Il y a bien des causes possibles, mais il y a bien des causes non anatomiques, non lésionnelles, qui peuvent donner des douleurs. Vous voyez? La douleur nécessite une grande part d'humanité. Il y a bien sûr la technique, mais avant tout, d'humanité. Les médecins de la douleur établissent, pour moi, j'établis toujours une relation très particulière avec les patients, basée surtout sur l'empathie, ça va jusqu'à la compassion. Une relation très humaine et très profonde et très intime. Combien de temps tu es resté encore en activité? Je suis sorti de l'hôpital il y a en 2015. Après, j'ai fait des vacations, mais disons plutôt, je ne suis plus médecin hospitalier. Mais tu as donné des cours, tu as continué à donner des cours à l'Institut Mathilde Frébault. À l'école d'infirmière sur la douleur, particulièrement sur la douleur cancéreuse. Et en parlant de la douleur cancéreuse, j'introduis toujours une partie sur la prise en charge des soins palliatifs, sur l'accompagnement, sur le soin de support. Parce que je pense que la douleur cancéreuse, c'est deux mots qui font très mal. Douleur, vous voyez, le mot qu'on dit en douleur, c'est un mot qui fait peur. Cancer, c'est un mot qui fait peur. Douleur cancéreuse, c'est deux mots qui font peur. Et heureusement aussi que la médecine a fait d'énormes progrès, mais malheureusement, il y a des malades cancéreux qui, touchés par la maladie, donc l'évolution de la maladie, sont dans un stade incurable. Et c'est là où j'ai dit, comme Cicely Saunders, qui est cette Anglaise dont j'ai parlé la dernière fois, là, quand la médecine ne peut plus rien faire, tout reste à faire. Cette phrase, elle est très profonde, et elle a tout dit, cette dame, Cicely Saunders. Tout reste à faire de la prise en charge de la douleur, de la prise en charge de la souffrance spirituelle, souffrance morale, souffrance physique. Vous voyez? Donc, c'est de l'accompagnement, la peur. Donc, c'est une partie de la vie des patients qui nécessite beaucoup de compétences et beaucoup d'humanité. Et c'est un petit peu le message que j'essaie de faire passer à l'école d'infirmière quand je dis que vous êtes en charge d'une patiente qui est en fin de vie, qui a une douleur cancéreuse, qui est en fin de vie. Il faut respecter ces gens-là. Il faut respecter jusqu'au dernier souffle. La personne conserve sa dignité jusqu'au son dernier souffle. C'est pas parce qu'il ne dit rien qu'on le considère déjà comme mort, vous voyez.
Parallèlement, tu as eu une vie, je dirais, entre guillemets, politique. En 1995, si ma mémoire est bonne, tu es rentré au conseil municipal de Papeete. Alors comment ça s'est fait ça, dans tes multiples activités qui étaient les tiennes, c'est Michel Billard, qui était ministre de la Santé à l'époque, qui t'a convaincu de... Exact. Donc, Michel Billard, qui était ministre de la Santé et maire de Papeete, à l'époque, donc... avec qui j'ai travaillé pendant pratiquement une année avant de retourner à l'hôpital, il avait besoin d'une équipe. Et puis, je me suis dit, maintenant que je suis plus directeur de la santé, pourquoi je ne l'aiderais pas à former son équipe? Et puis, je voulais aussi, à un moment donné, participer activement à la vie de la cité. Vous voyez, tout simplement. Oui, parce que tu as été chargé de l'action sanitaire de la commune. À un moment donné. Après, donc, ça, c'est une activité qui est plutôt confiée à un conseiller. Mais, comme je suis médecin, donc, c'est fréquent que je donne mon avis. Donner tes conseils. Des conseils sur le plan sanitaire, oui. Et tu as aussi créé une action particulière, celle de permettre aux personnes âgées qui étaient seules de recevoir des repas. C'est une action qui est une initiative personnelle ou c'est arrivé? C'est surtout une action du maire. Le côté humain du maire de Papeete, c'est à partir d'une réunion de travail qu'on a eu ensemble avec les maires adjoints. Et puis il y a une information donc qui est apparue dans le journal Dépêche Nouvelle, qui disait qu'il y avait une personne âgée qui habitait côté montagne et qui est mort il y a quelques jours tout seul, sans famille. À travers cette information, j'ai posé la question à Tavana et puis aux autres conseillers en disant cette information, qu'est-ce que ça suscite en vous comme réflexion? C'est pas une simple information. C'est pas un encart anodin dans les journaux. Ça doit nous interpeller en disant mais qu'est-ce qui se passe? Il est tout seul, la notion tout seul, isolé, quelques jours après, vous voyez. J'ai dit mais quelles sont les conditions? Donc quel est son état à ce moment-là et dans quelles conditions? Il est possible que cette personne âgée peut-être touchée par la maladie, n'a plus la force de faire sa cuisine, d'aller chercher à manger, de faire ses courses, vous voyez. Et j'ai rappelé à Michel en disant, vous savez, donc, quand on a été en Australie, on a été agréablement surpris très agréablement par la politique qui est mise en place là-bas, en Australie, pour les personnes âgées, avec le portage des repas, vous voyez. Et je dis à Michel, peut-être que ce serait bien que la commune réfléchisse et crée un système de portage de repas pour les personnes âgées tout seules, isolées. Et donc, que le service social de la commune commence déjà par recenser un petit peu tout, s'il existe. S'il n'existe pas, bon, le problème ne se pose pas, mais s'il existe. Et puis des personnes âgées, fatiguées, isolées, sans famille. Des voix un petit peu, qu'est-ce qu'on peut leur apporter, leur aider dans ce domaine-là du repas quotidien. Comment assurer le repas quotidien pour faire en sorte qu'ils puissent se manger correctement et d'une manière équilibrée. Voilà. Et là, après, tout doucement, l'idée a fait son chemin. Et un jour, Tavana a décidé donc de mettre en place cette politique de portage de repas. Vraiment, c'est fantastique, quoi. Ah, c'est fantastique. Voilà. On ne le sait pas assez. Non.
Michel Billard t'a aussi demandé une chose étonnante, d'organiser le carnaval. Alors ça, le jour où, dans son bureau, je suppose, il t'a demandé cette performance, tu as dû tomber des nues, éclater de rire en te demandant si c'était du lard ou du cochon. Ah, si c'était pas une blague. Oui. C'est même pas dans son bureau. C'était un samedi matin. Et j'étais de garde à l'hôpital et j'étais donc dans la salle de réveil donc de l'hôpital. Et puis une infirmière vient me chercher en disant Tote, il y a Tavana Bouya là qui veut te parler. On dit bon, Tavana Bouya veut me parler, ok, bon. Et c'est là où il m'a demandé qu'il avait l'intention de mettre en place le carnaval sur Papeete, mais il ne sait pas à qui le confier. Ah, j'ai dit, bon, tu ne sais pas à qui le confier, mais autour de toi, tu as plein de gens compétents. Et puis, tu as un maire adjoint responsable de l'animation de la ville qui peut s'occuper de ça. Il me dit, non, j'ai vu déjà, ils sont tous très pris, ils sont débordés, ils n'ont pas le temps de s'occuper donc de cette nouvelle activité. Et je cherche toujours quelqu'un. Je lui dis, bon, attends, Tavana, dans ce cas-là, je sais pas. Alors, je sais pas. Là, tu me poses une question, tu me demandes quelque chose pour lequel je sais pas. Et bien, il me dit, j'ai pensé à toi. Puis je dis, Tavana, tu me fais marcher, c'est une blague. Tu dis, ici à l'hôpital, là. Hein, je suis médecin, je m'en garde. Carnaval, d'abord, je connais rien, j'ai jamais vu de carnaval, je sais même pas de quoi tu me parles. Et mais si, j'ai pensé à toi parce que, bon, on a travaillé ensemble à la direction de la santé, je sais comment tu es, et il me dit, il n'y a que toi qui peux prendre en charge le carnaval. Ah bon? Donc, on en reparlera. Ici à l'hôpital, donc, j'ai été patient, et on en reparlera à Tavana, donc je passerai te voir la semaine prochaine quand j'aurai fini ma garde. Et je passe le voir, je lui dis, Tavana, c'est pas une blague, hein? Il me dit, non, c'est pas que c'est sérieux. Ah bon? Moi, médecin, je connais rien, je n'ai jamais fait. Moi, je suis pas quelqu'un de rigolo. Moi, ici, tout le temps dans mon travail, avec mes malades, et tu me demandes de faire quelque chose qui nécessite un état d'esprit un petit peu festif, extrêmement festif, d'envisager, d'imaginer un monde à l'envers. Le carnaval, c'est ça, c'est le monde à l'envers. Hein, par définition, ça a été créé pour qu'à un moment donné, les esclaves deviennent des maîtres et les maîtres des esclaves, mais les esclaves qui sont devenus des maîtres à un moment donné, sont sacrifiés. Vous voyez? Alors, j'ai dit, moi, le carnaval, d'abord, j'ai jamais vu, je sais même pas. Mais il y a quelqu'un qui vient de Nice, à Isidro, qui viendra donc nous aider, nous conseiller à mettre en place le carnaval. Oui, pourquoi pas, c'est un défi. Un autre défi, je connais rien, mais ce serait bien, oui, pourquoi pas. J'ai toute une mandature pour faire ça, donc allons-y. Hein? Alors, donc, après, donc, j'ai pris en charge donc, ce carnaval. À la première réunion du bureau, ils m'ont nommé président. Et puis, j'ai nommé Clément Le Gaïc directeur du bureau. Donc, voilà. Et puis, donc, on a demandé à Manouche Huertel, à Harry Moina, donc... Oui, tu étais entouré de gens qui avaient l'habitude de monter des spectacles. Voilà, exactement. Et puis des gens compétents, des gens adorables. Vraiment.
avec qui j'ai passé les 6 années, 5-6 années de carnaval ensemble. Oui, parce que le carnaval a duré, il y a eu 6 carnavals. J'ai fait 5 carnavals. Ouais. Et des gens adorables. J'ai appris à connaître ces gens-là, je ne connaissais pas du tout. Et je les ai beaucoup aimés. Je me suis dit, ce sont des gens qui sont adorables, et créatifs, imaginatifs. Vous voyez, c'est formidable. Alors que moi, dans mon domaine rigoureux, discipliné, dans la médecine, ça m'a sorti complètement de mon domaine pendant un temps, vous voyez. Et surtout, le moment le plus, comment dirais-je, rigolo, si on peut entre parenthèses, c'est au moment d'aller voir les sponsors. D'aller voir les sponsors pour trouver l'argent, le financement. Les financements. Parce qu'un carnaval, c'est pas gratuit. Donc, toutes les activités, surtout en matière de sécurité, vous voyez, donc tout ça, c'est pas gratuit. C'est un budget important. C'est un budget important. Donc, l'aide de la commune ne suffit pas. Donc, il faut donc aller chercher ailleurs des sponsors. Et c'est comme ça qu'avec mon bâton de pèlerin, tous les soirs, en sortant de l'hôpital, avec ma secrétaire, je vais à la rencontre des futurs sponsors, Lotto, Brasserie, donc Van, tous ces gens-là. Et ce qui est très, très marrant, c'est que quand ils me voient arriver, ah, bonjour Toté, alors qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors je commence à parler de carnaval. Ils me regardaient tous avec des yeux, comme ça, en me disant, Toté, c'est sérieux? C'est pas une blague? Alors, je dis non, c'est très très sérieux. Le carnaval, c'est pour l'animation de la ville, et donc de le baratin habituel. Offrir ces moments de détente à la population, c'est aussi un bien-être. Un bien-être. Bien sûr, un bien-être. Et j'ai réussi à les convaincre. À aider à monter ce carnaval. Et j'ai réussi à avoir un budget conséquent. Et pendant 5 années de suite, comme ça. Donc, après chaque carnaval, j'ai fait un bilan, un petit rapport donc de carnaval que je leur présente et tout. Donc, ils renouvellent leur subvention. Ils ont vu que l'argent, d'abord, ils ont vu la festivité, donc du carnaval, donc qui a plu énormément à des gens. Ça a été un gros succès, je crois. Donc, c'est l'une des plus grandes manifestations populaires de la propriété, avec quand même facilement 2500 à 3000 participants. On a à peu près... Oui, c'était énorme, c'est eu un succès. 20 chars, un énorme char avec 200 participants autour de 20 chars, vous voyez. À chaque char, il y a 200 participants qui dansent. Donc, c'est toute une manifestation, c'était magnifique. Magnifique. Tout ça avec des gens comme Manouche et comme Hérémoana et tout ça, donc ça a été... Clément Le Gaillic. Ah, Clément Le Gaillic. Ou encore comme Danou, dont tu appréciais l'extravagance pleine de chic, selon ton expression, et son talent d'animatrice incomparable. Tout le monde a mis... puis en matière de sécurité, il n'a jamais eu de bagarre, il n'a jamais eu d'accident, vous voyez. Ça a été... Alors, tolérance zéro, vous voyez. Pas d'alcool, pas de bagarre. Chaque fois qu'on voit quelqu'un une bouteille d'alcool, paf, l'alcool est confisqué par la police, vous voyez. Et à tel point que la police a confisqué une quantité d'alcool, il y a des cas s'est saoulé pendant 1 an pour tout un régiment. Donc ces 5-6 années donc, où je me suis consacré au carnaval, et ça a été des années fantastiques qui m'ont sorti complètement complètement, c'était un autre monde. Un autre monde de ma médecine. Et puis pour replonger après ensuite, donc j'ai dû confier le carnaval à quelqu'un d'autre parce que j'avais plus le temps pour me consacrer à la douleur. Rafraîchis-moi la mémoire. Le carnaval avait un thème chaque année. Oui, exactement. C'est ça, il y avait un thème. Un thème dans le monde des fleurs, le monde de la mer. Après, qu'est-ce qu'il y a encore fleurs, mais le monde des fruits, vous voyez. Ça a été le monde. C'est plus joli pour moi, c'est le monde des fruits, le monde des fleurs. Il était magnifique. Magnifique. C'était le 2e, le 3e carnaval. C'était magnifique. Et c'est là où on voit que le
Polynésiens, ils ont un potentiel d'imagination, de création. Ils ont de l'or dans les doigts, dans les mains, les Polynésiens. Je le vois à travers les sculptures, avec l'artisanat. Ils ont ça dans le sang. Et c'est dommage que ce carnaval n'a pas pu se perpétuer, parce que c'est sûr que chercher les financements, comme je l'ai fait, c'est pas évident. Non. C'est pas évident. C'était une manière de fédérer la population aussi autour toute la commune. D'un divertissement commun. C'était important. Très important. Et puis, c'est solidariser les jeunes d'une commune, parce que c'est par commune. Chaque participant représente soit une association, soit une commune. Vous voyez ? Et les carnavals qui ont plus réussi, c'est le carnaval où on n'a rien donné comme subvention, où chacun s'est débrouillé, où chaque commune s'est débrouillée pour monter le char et bénévolement. Et ce bénévolat a été la source donc de création. C'était leur carnaval, c'était pas le mien. Je leur ai dit à chaque fois, ce carnaval, ce n'est pas le mien, ni le bureau, c'est votre carnaval. Alors ce carnaval a été quand même une période tout à fait particulière et différente de celle que tu avais menée jusque-là. Tu assistais au carnaval, bien entendu, chaque fois. Oui, assister au carnaval, disons plutôt, c'est un événement populaire tellement énorme, il y a tellement de gens, et il faut faire face à tous les imprévus, et en tant que président du comité, on est responsable du carnaval. Voilà, je me vois encore en train de marcher tout le long du parcours du carnaval pour vérifier si tout se passe bien, s'il n'y a pas de débordements, vous voyez, si les gens respectent bien la distance entre les chars. Il ne faut pas que les gens soient collés, deux chars soient collés et puis ça se mélange. Donc il faut que les spectateurs identifient bien les chars et les participants, parce qu'il y a les concours de danse. Non seulement il y a les chars, et puis il y a les concours de danse. Donc les gens dansent sur un jingle, et les jingles est de la création des Heremoana.
Ouais, magnifique. Alors, c'est un magnifique jingle. Ah, là, c'est un génie, Helemwana. Donc, et ce jingle, je l'ai encore. Donc, les gens dansent ce jingle. Et la population, il y a une ambiance fantastique. Donc tu circulais au milieu du service d'ordre pour voir que tout était en place. Au passage, tu admirais les costumes, tu admirais les chars. On a très peu de temps d'admirer les chars et les costumes. On est tellement stressé, inquiet par le déroulement, mais c'est après qu'on admire, parce qu'après on a le temps d'admirer les chars, parce que pour le concours du plus beau char, il a fallu donc voir les chars dans la cour de la mairie Papeete, on inspecte chaque char pour un petit peu comment ils sont construits, et puis il y a un comité qui attribue les prix, le premier prix. Tu fais partie de ce comité? Donc je fais partie de ce comité avec donc des prix pour les costumes, les prix pour les chars, les prix pour les danses, les danses, et puis parce que c'est une période. Pourquoi on a choisi octobre? Parce que c'est une période un petit peu, comment dirais-je, où il y a très peu d'activités à Papeete. C'est juste avant avec Inouï. Donc cette période-là a été choisie parce qu'en principe c'est en février, le carnaval dans le monde. Oui. Donc nous on a choisi de le faire en octobre. Parce que d'abord, c'est une période où il pleut moins. Bon, janvier, février, c'est une période ici, il pleut. Risqué. Il reste très risqué. Quand il pleut, c'est une catastrophe parce qu'on ne sait plus où se mettre. Alors, donc, on a la période, ça se passe une semaine, et le premier week-end, c'est l'élection du roi et de la reine. C'est magnifique. C'est magnifique. Il faut voir le costume des gens, l'aisance des gens pour faire la prestation du roi, de la reine sur la scène. Ah, c'est magnifique. Des gens inconnus qui n'ont jamais fait, et puis du jour au lendemain, c'est propulsé sur la scène. Ah, ils s'éclatent. C'est un moment de bonheur pour eux et pour nous. De voir ça, c'est fantastique. Voilà. Et après, il y a le concours donc, de jingle, donc de danse, de prestations de danse, donc à la place de Toata. Il y a une année, j'ai eu très très peur. La place Toata était complètement remplie. Plein de monde. Et puis les gens étaient tellement excités qu'ils commençaient à taper sur l'estrade. Et l'estrade se met à vibrer. Ah là, j'ai eu très peur, parce que j'ai pas envie de recommencer l'expérience du Furiani en Corse, là où tout l'effondrement. Donc, on a eu très peu, c'est pour dire, donc la participation, ils sont complètement immergés dans ce carnaval. Oui, il y avait une folie collective. Une folie collective, exactement. Une folie collective. Mais une folie, comment dirais-je, saine. Oui, c'était une jubilation non violente. Donc, c'est l'expression de la joie des Polynésiens. La fantaisie, créativité. Et ils sont fiers de leur création. Il faut voir comment ils défendent leur char. C'est fantastique. Fantastique. Voilà, donc c'est cette période. C'est une période pour moi donc, de 5-6 années. 5 années, parce que j'en ai fait 5 carnavals. Après, j'ai passé la main. Et c'est une période, pour moi... inoubliable. C'était une parenthèse dans ta vie professionnelle tout à fait particulière. Tout à fait. Qui m'a permis de découvrir un petit peu une deuxième côté de ma personne que je ne connaissais pas. Vous voyez? Le côté festif? Le côté festif, pas tellement parce que je ne suis pas très festif, mais de côté, comment dirais-je, je n'ai jamais osé aller demander quelque chose, vous voyez, avant. Et le carnaval m'a poussé à aller voir les sponsors, aller à la rencontre des gens, vendre une idée, vendre une prestation qui, comment dirais-je, une prestation qui pour eux, donc c'est festive, quoi. Qui était du luxe, c'était un peu, c'est pas une nécessité, cette manifestation, c'était... Mais pour beaucoup, ce n'est pas une nécessité, pour beaucoup. Mais pour nous, c'était une nécessité, parce que je l'ai vendu comme tel, et j'avais mis une telle conviction à convaincre les sponsors qu'ils étaient partis avec moi. Plusieurs fois, je leur ai dit, attendez, cette manifestation, vous, l'entreprise aussi grande, vous ne pouvez pas
rester dehors de cette manifestation, il faut que vous soyez dedans de cette manifestation. Oui, tu sortais de toi-même, tu vraiment avec des arguments de force. C'est vrai que ne pas participer au carnaval quand on est une banque, quand on est la brasserie, ça aurait été un non-sens. Un non-sens. Encore fallait-il faire passer le message. Voilà. J'ai dit, vous pouvez pas rester en dehors de cette manifestation. C'est une manifestation. La première année, donc, ils étaient ils doutaient un peu. Ils me sont dit, un peu timorés. Ouais, timorés. Ils me disent, oh là là, c'est une blague. Voilà, ils me donnent une petite somme. Mais quand ils ont vu le résultat, donc la première manifestation, il est sérieux, rapport, bilan financier, et tout l'équilibre, budget équilibré, tout ça, ils ont dit, c'est sérieux. Et la première réunion, la première fois, quand ils m'ont vu tenter, qu'est-ce que je peux faire pour vous, et que j'ai dit, je suis venu vous vendre un carnaval. C'est difficile à croire pour eux. Et la surprise a joué en ta faveur, je pense. Moi, je pense que oui. Ils étaient tellement surpris, ils disent, c'est pas possible, cette tante-là, et il est venu me vendre un carnaval. Ben oui. Et tu t'es découvert des talents de démarcheur. Démarcheur, que je connaissais pas. Jamais en dehors du carnaval, jamais j'aurais osé aller voir quelqu'un pour lui dire, oui, jamais. C'est une jolie parenthèse quand même. Tout à fait. Une très jolie parenthèse de ma vie. Qu'est-ce que tu considères avoir reçu de la culture chinoise, de la culture Hakka, par ta mère, à part la langue? Est-ce qu'il y avait des rites, une façon de voir la vie, avec les 4 principes qu'elle vous inculquait? Est-ce que tu as l'impression d'avoir eu, dans ton enfance, dans ton adolescence, une vie chinoise particulière? Je ne sais pas si j'ai une vie chinoise particulière, mais en tout cas, donc, ce qui est plus important pour moi, et notre mère a pris le temps nécessaire pour nous l'inculquer, c'est les principes confucéens, les principes fondamentaux, là, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est l'honneur, la responsabilité, le travail, la piété familiale, quoi. Est-ce qu'il y avait des rites auxquels vous... Ah, le rite, non. Nous pratiquons encore le Kassan 2 fois par an. On va au cimetière pour honorer la mémoire de nos ancêtres 2 fois par an. Tu le fais toujours? On le fait toujours.
Et là aussi, ça commence à diversifier aussi. Donc, comme nous sommes aussi une société multiculturelle, il y a beaucoup de mélange, beaucoup de mixité, chino-tahitien, chino-français, ainsi de suite. Donc, la culture française, européenne, la culture tahitienne aussi, donc viennent un petit peu habiller cette culture chinoise qui serait moins stricte, moins rituelle qu'avant, quoi. Un homme heureux, un médecin heureux, Richard? Non, que faisant le bilan, ne serait-ce que sur le plan professionnel. Parce que j'ai arrêté mon activité professionnelle, donc en dehors de quelques malades que je suis. Quelques cours que tu donnes? Quelques cours que je donne, oui. Je maintiens le principe de donner des cours parce que c'est une manière pour moi de participer à la formation des gens et puis de faire passer le message à travers les cours pour des jeunes soignants, des infirmières. Pour moi, les infirmières, c'est très très important parce que ce sont les infirmières et les infirmiers qui sont auprès des patients tous les jours. Le médecin, il passe, il regarde, il passe 2-3 fois par jour peut-être, mais le reste du temps, c'est l'infirmière. Et c'est important que l'infirmière soit bien formée, avec un bon sens d'humanité, surtout pour la prise en charge donc, du patient d'une manière générale, et en particulier pour l'accompagnement des patients en fin de vie, quoi. Voilà. Merci Richard de nous avoir révélé ta conception de la médecine, d'avoir partagé ton expérience et tes souvenirs. Merci de ta confiance et bonne retraite. Et merci à Touiva Lambert de m'avoir accompagné pour réaliser cette émission.